Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est vraiment intéressant. C'est un livre qui va être très utile pour plusieurs personnes et pour faire changement, je vais commencer par vous présenter ce livre-là par la quatrième de couverture en fait, parce qu'on nous pose une question qui est vraiment évocatrice puis qui vaut la peine d'être explorée. Donc, un livre peut-il sauver des vies? Ce livre-là s'appelle « Se donner le droit d'être malheureux ». Se donner le droit d'être malheureux qui a été écrit par un psychologue clinicien qui s'appelle Marc-André Dufour. Et ce livre-là, en fait, nous permet d'explorer la détresse, nous permet d'explorer les épreuves, les défis, les moments difficiles, les émotions envahissantes, les pensées en boucle, obsédantes, envahissantes, les moments vraiment difficiles, pour nous aider à comprendre ce processus-là qui est normal d'être malheureux des fois. C'est normal d'être en colère des fois, c'est normal d'avoir une tristesse des fois. Et en fait, je veux vous dire, cet auteur-là, vraiment, je vais vous lire ici, là, Marc-André Dufour est psychologue clinicien engagé en prévention du suicide. Depuis plus de 25 ans, il a reçu le prix Méritas Jean Marié de l'Association québécoise de la prévention du suicide. Okay? Donc, il a travaillé dans une douzaine d'années dans un centre de prévention du suicide de Québec et depuis 2005, il poursuit sa pratique dans un programme de soutien pour trauma et stress opérationnel. Il s'implique également en promotion de la santé mentale par des conférences et des chroniques à la télévision. Donc, se donner la permission, se donner le droit d'être malheureux. On veut être prudent quand on lit ce livre-là, si on est en détresse nous-mêmes, si ça va pas bien nous-mêmes. Moi, personnellement, en tant qu'intervenante sociale, je vous conseillerais de lire ce livre-là si vous êtes en détresse, en étant accompagné par quelqu'un. Hein? C'est important de bien comprendre le contexte de ce livre-là, qui est vraiment rempli d'informations pour nous expliquer, en fait, en quoi ces émotions-là sont utiles et importantes pour nous aider à changer, pour qu'on soit tellement inconfortable qu'à un moment donné, il faut changer, il faut faire quelque chose, prendre des choix, prendre des décisions, faire des choix et changer des choses, demander de l'aide. Donc, c'est très précieux, mais je conçois aussi, en lisant ce livre-là, j'avais toujours en arrière de la tête, une personne qui est en détresse, on veut qu'elle soit accompagnée quand elle lit ça. Donc, c'était très important que je vous le dise de prime abord. Si vous êtes intervenant en santé mentale, très intéressant, allez chercher ça. Je vais vous montrer, en fait, on a la table des matières, je trouve tout le temps ça intéressant pour que vous puissiez savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans ce livre-là. Donc, on a le conte du village et de la falaise. Okay? Ça commence sur les chapeaux de roue, c'est tellement l'exemple parfait pour commencer un livre comme ça, c'est vraiment très bien. Ici, premier chapitre, quelques sources de désespérance. D'où ça vient? C'est quoi la source? Donc, les inégalités et les injustices, la violence, la maltraitance, les deuils et les désillusions, l'avenir du monde, le manque de savoir-vivre, le côté obscur des médias sociaux et le pire du pire sous une loupe en plus. Deuxième chapitre, bonheur, sucre à la crème et vie de vedette. Donc, le bonheur obligatoire. Le bonheur est-il comme le sucre à la crème? La génération spontanée du bonheur, la vie des gens riches et célèbres, médias sociaux, être ou avoir l'air heureux. Intéressant. Donc, troisième chapitre, sens, souffrance et évitement. Chacun son sens, le mal d'avoir mal, la honte, une méta-émotion sournoise, l'évitement ou comment ne pas être malheureux, les avantages de faire semblant, l'évitement jusqu'à l'épuisement. Je vous dis là,
c'est du précieux, là. Ça va aller dans mes références. Ça parle de tout en lien avec ça. C'est vraiment de tout. C'est très, très, très complet. Donc, chapitre 4, quelques exemples de fuite. Travailler, se divertir, se réfugier dans les objets, fonctionner sur le pilote automatique, se réfugier dans la colère, s'oublier pour les autres, chercher de l'attention et de l'affection, se méfier des autres, chercher la perfection, se réfugier dans le positif, se réfugier dans le pessimisme, rationaliser, s'engourdir avec des substances, surinvestir son corps, se réfugier dans les problèmes physiques, se réfugier dans le passé, se victimiser, être malheureux de n'importe quelle autre manière. Okay? La créativité n'a pas de borne. Quand je vous dis que c'est complet. Chapitre numéro 5, on nous parle du suicide. Une problématique complexe, l'idée du suicide, un geste, la multiplication de la souffrance et du suicide, la mort, les séquelles permanentes, un rendez-vous manqué avec l'avenir, le thermomètre de la souffrance psychique, prévenir le suicide des personnes qui ne pensent pas au suicide. Très important. Prévention. On ne veut même pas que l'idée effleure l'esprit. C'est comment on fait cette prévention-là. Dissonance cognitive et changement de comportement. Après, chapitre 6, prendre contact avec soi. Chapitre 7, le besoin des autres. On est capable, mais on a besoin des autres aussi. Très important. Donc, la demande d'aide, de ne pas s'isoler. On parle de ça. Le besoin des autres, l'aide professionnelle aussi. Donc, comment trouver quelqu'un, c'est quoi les préjugés aussi face à l'aide professionnelle? Comment trouver quelqu'un pour nous accompagner? Comment rejoindre l'autre aussi dans sa détresse au moment où est-ce que ça se passe? Chapitre 9, s'aider soi-même aussi. Chapitre 10 les leçons lumineuses de Viktor E. Frankl. OK, ça c'est intéressant. Chapitre 11, le trésor au cœur de la désespérance. OK. Conclusion, et là c'est drôle, je vous ai montré la table des matières, mais là je vais vous montrer à la toute fin du livre, on passe du début à la fin, on a des références dans ce livre-là. Donc, l'auteur nous parle de différents endroits qu'on peut appeler pour nous aider, des endroits où est-ce qu'on peut avoir de l'information. Très, très, très précieux. Donc, j'ai des petits post-it qu'on va regarder ensemble ici, des éléments que je trouve qui démontrent assez bien qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là. Donc, en fait, on nous dit ici, se donner le droit d'être malheureux, OK? C'est possible d'apprendre de cette souffrance. Encore faut-il se donner le droit de la ressentir. Encore faut-il se donner le droit d'être malheureux. OK? Dans une société du bonheur, où est-ce que faut absolument qu'on ait de l'air heureux, hein? C'est très difficile à ce moment-là de vivre avec authenticité puis honnêteté envers soi-même, envers les autres, les émotions qu'on vit, alors qu'on pense que c'est une faiblesse, on pense qu'on n'a pas le droit, c'est très difficile. Donc ici, on nous dit, en effet, l'idée que le bonheur est un choix est de plus en plus répandue. Le principe derrière ce contexte n'est pas mauvais. On n'a pas de contrôle sur de nombreux événements qui peuvent faire basculer le cours de notre vie. En revanche, on a le pouvoir de changer notre attitude à l'égard de ces événements. Donc, l'idée n'est pas de faire comme si tout était merveilleux tout le temps, mais bien de faire l'effort de voir le beau et le bon malgré les épreuves. C'est aussi une manière de trouver quel pouvoir d'agir nous avons sur certaines situations. OK? Puis j'aime beaucoup, en fait, je ne connaissais pas cette personne ici, Monsieur Marc-André, je le connaissais pas, mais je trouve qu'il y a une belle capacité de synthèse, mais aussi de voir les deux côtés de la médaille. Donc c'est vraiment rafraîchissant, puis c'est pas moralisateur là, c'est pas il voit tous les angles de la situation qui est vraiment réconfortant, puis ça fait du bien de lire comme ça. Ce n'est pas des opinions très très arrêtées, donc ça fait du bien. Ici on nous dit, j'aime l'exemple, il y a plein d'exemples dans ce livre-là. Si je vous donne uniquement un seau, du sable et de l'eau, en vous disant, si tu veux du sucre à la crème, tu as juste à t'en faire. Mais tu as juste un seau, du sable et de l'eau. Malgré tous tes efforts,
Tu vas réussir seulement à faire de la boue. Ici, il écrit de la boîte. Donc, on se comprend. Tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. C'est plus facile de faire du sucre à la crème lorsque tous les ingrédients sont accessibles. Tant mieux pour vous si c'est votre cas, mais ce n'est pas une raison pour douter de la volonté des personnes qui n'ont pas ces ingrédients dans leur vie. Important. Et bien sûr, la notion de responsabilisation ne peut pas être complètement exclue. Toutefois, il serait selon moi ridicule et insensible de réduire le sort des humains à une seule question de choix personnel, d'intention, d'affirmation positive. C'est pas ça qui va tout changer. L'environnement, les ingrédients dans notre vie, les facteurs de protection, ils sont là ou ils sont pas là. Et ça fait que c'est plus difficile ou plus facile de prévenir. Hein? C'est super important de ne pas l'oublier, ça. OK? Ici, dans le chapitre Sens, souffrance et évitement, on nous dit, si on doit correspondre perpétuellement à une image de bonheur et de performance, alors la souffrance devient une anomalie. Pire encore, elle devient une source de honte. Lorsque la norme dit qu'il faut être heureux et réussir pour avoir de la valeur, les échecs et la détresse psychologique minent notre vision de nous-mêmes et de la société. Notre relation avec la souffrance devient conflictuelle. Quand on vit des malheurs, la tentation est forte de se déconnecter de ce monde intérieur et de fuir indéfiniment les émotions douloureuses. Mais à quel prix? Ici, on nous parle du mal d'avoir mal. Si vous vivez dans une société qui considère la tristesse comme un signe de faiblesse et qu'il vous arrive un événement infiniment difficile, vous aurez probablement honte de vous sentir triste. Vous pouvez même être triste d'être triste ou en colère d'être triste ou même en colère d'être triste. C'est une méta-émotion, une émotion qui en cache une autre tout le temps, puis à un moment donné, là, c'est ça, il y a des couches par-dessus des couches par-dessus des couches, puis ça devient lourd, ça devient difficile à gérer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas la vivre, l'émotion, on la cache à ce moment-là. D'où l'importance de vivre nos émotions. OK? Ici, dans le chapitre, on nous parle des exemples de fuite et on nous parle aussi des professionnels de la santé. Donc, on parle des gens là-dedans, on parle de la population en général, on parle aussi des professionnels de la santé. Donc, les employés du domaine de la santé, épuisés par leurs conditions de travail et par la détresse humaine, finissent parfois par fonctionner sur le pilote automatique. C'est dommage, mais c'est vrai. Cet auteur-là, c'est vrai de vrai, là. Il nous parle des vraies affaires. Donc, dans ce contexte, les risques d'erreur augmentent notablement. La sensibilité et l'empathie sont des outils essentiels pour les intervenants en santé mentale. Lorsque ceux-ci se coupent de leurs émotions, ils ne sont plus en mesure d'accueillir et de comprendre celles des autres. Quelqu'un qui est coupé de son monde intérieur ne peut pas percevoir celui de la personne qui est devant lui. Okay? Donc, c'est très important pour aider une personne en détresse et lui transmettre de l'espoir. Semble pratiquement impossible si votre propre empathie est en rupture de stock. Donc, vraiment, usure de compassion, épuisement. Quand je vous dis, c'est bon aussi pour les intervenants. Donc, c'est très, très intéressant pour tout le monde, pour vous-même, pour vos proches, pour mieux comprendre un peu ce processus-là de détresse, pour pouvoir mieux aider aussi les personnes autour de nous. C'est très, très, très précieux. OK? Chapitre 5, on parle de suicide. OK? Je vous ai mis des petits post-it ici. Je trouve ça très important que l'auteur ait mentionné ces éléments-là. Ça paraît qu'il a travaillé en prévention du suicide. Je vois les différents éléments qui ressortent très, très, très clairement. C'est vraiment bien fait. Donc ici, OK, les personnes qui pensent au suicide ont parfois été victimes de véritables horreurs. Toutefois, lorsqu'elles réalisent qu'elles s'apprêtent à prendre une décision qui allait plonger leurs proches dans l'horreur à leur tour, elles écartent cette option malgré leur détresse psychologique. Le suicide n'élimine pas la souffrance, il la multiplie par le nombre de personnes dans l'entourage. Donc ça, c'est super important. Une personne qui s'enlève la vie pour essayer de ne plus souffrir,
ben cette souffrance-là est multipliée par toutes les personnes qui aimaient cette personne-là, puis qui s'est enlevé la vie et qui souffrent à leur tour. Le suicide amène souffrance par-dessus souffrance. OK? Ça, c'est important de le mentionner. Donc, on en parle dans ce livre-là. Je vous ai lu juste un petit extrait, mais c'est important de mentionner que c'est là-dedans. Ici, encore une fois, à titre d'exemple, j'ai vu des personnes dans des contextes de séparation être incapables d'envisager une garde partagée tellement qu'elles disaient aimer leurs enfants. La douleur était si vive qu'elles se suicideraient si elles devaient être avec leurs enfants seulement la moitié du temps. Ces personnes choisiraient de ne plus jamais les voir et de les priver de leur présence pour toujours parce qu'elles ne veulent pas considérer une garde partagée. Vous pouvez relire la phrase précédente qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Bien sûr, cette affirmation est incohérente, mais je le répète, lorsque le cerveau devient l'esclave de la souffrance, il est capable de vous convaincre de commettre certains gestes que vous ne feriez jamais en temps normal. Voyez-vous mieux l'importance de ne pas se laisser s'enfoncer dans la douleur et de demander de l'aide le plus rapidement possible. Okay? C'est un super bon exemple. C'est pas logique. C'est pour arrêter la souffrance, mais on oublie plein d'éléments quand l'émotion est trop forte. Donc, à ce moment-là, de demander de l'aide, c'est vraiment très, très, très important. Ici, l'auteur nous parle en fait de quelque chose que je trouve important ici. Au niveau des émotions, il nous dit qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. C'est vraiment le qualificatif négatif pour décrire les émotions n'est pas utilisé par cet auteur-là. Il nous dit en fait les émotions désagréables vous informent que quelque chose ne va pas et vous devez trouver une manière de rétablir l'équilibre. Le parallèle avec la douleur physique est éloquent. À un premier niveau, la douleur est déplaisante. Par contre, elle permet d'attirer votre attention sur une blessure ou une dysfonction qui compromet possiblement votre santé ou même votre vie. Donc, une personne qui ne tient pas compte de sa souffrance psychologique ferait probablement autant de tort à sa santé mentale et à sa vie. OK? Donc, c'est le lien, les liens là-dedans, les exemples sont vraiment, vraiment très, très, très bien. On a ici une section « Comment se débarrasser de son thérapeute ». Moi, ça me fait rire comme intervenante sociale parce que j'accompagne les gens puis je comprends exactement ce qu'il veut dire. C'est que, tu sais, le thérapeute, l'intervenant social, il est pas là pour toujours. Il est là pour un moment. C'est temporaire. C'est pour accompagner, c'est pour soutenir. Puis, à un moment donné, c'est normal qu'une personne dise « Ouais, ben je pense qu'on pourrait commencer à se passer les rencontres ou je pense que je vais bien maintenant. » Puis je vois souvent quand les gens arrivent à cette étape-là, ils vont m'aborder comme ça. C'est comme ils sont pas trop sûrs, ils sont pas trop à l'aise, ils savent pas comment me le dire. Mais moi, c'est normal. C'est le cycle de l'accompagnement, le cycle du soutien. Puis en fait, ce qui est magnifique avec ça, c'est que il y a des cycles et tu sais, c'est pas parce que on termine un accompagnement que vous pourrez pas revenir aux besoins. Fait que tu sais, il y a toute cette façon d'expliquer comment ça marche l'accompagnement, à quoi on peut s'attendre un peu dans ce contexte-là. Puis c'est très, très, très précieux de voir l'utilité et le rôle de chacun dans cet accompagnement-là. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie-là dans le livre. On a aussi, attendez un petit peu, OK, dans la section « S'aider soi-même », j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu encore dans un livre, parce que chaque chapitre a une petite citation. Ça, on est habitué de voir ça, hein? Il y a des citations. Mais ici, l'auteur « S'aider soi-même », ben, tu écris ta propre citation. Ça, j'avais trouvé ça un beau petit clin d'œil. C'est très, très bien. On vous dit ici, le trésor au cœur de la désespérance, il y a vraiment un extrait très, très, très intéressant. On nous dit, si vous savez qu'un proche traverse une période difficile, même s'il ne tient pas des propos suicidaires, même s'il n'a pas un intérêt soudain pour la mort et ne distribue pas ses objets de valeur, et même s'il ne semble pas déprimé, allez lui parler. Une personne qui vit une situation difficile,
allez lui parler. Attendez pas de voir des signes de détresse. Dites-lui que vous pensez à lui et que vous êtes disponible s'il souhaite passer un peu de temps avec vous. Méfiez-vous des « il a l'air correct » ou de bonne humeur. Ah, il est en train de se séparer, mais il a l'air correct. Non. Va voir. Pose la question. Passe du temps avec. Il a l'air correct, mais il est toujours bien en train de se séparer. Donc, sois présent, sois là. Certaines personnes en détresse utilisent le peu d'énergie qu'il leur reste pour avoir l'air correct et de bonne humeur. Donc, on ne veut pas se fier au avoir l'air. On veut aller voir. On veut être présent. On veut être accessible. On veut offrir d'être là. Ici, l'auteur, dans sa conclusion, nous dit « Je sais que j'ai l'air pessimiste lorsque je parle comme si tout le monde traversera des épreuves douloureuses, mais je le fais pour une excellente raison. Tout le monde traversera des épreuves douloureuses. Okay? J'espère sincèrement que vous retiendrez de ce livre qu'il est parfaitement normal pour un être humain de vivre des moments de fragilité, de doute et de vulnérabilité. Je m'inquiéterais pour une personne qui ne ressentirait jamais de détresse psychologique devant les innombrables sources de désespérance que comporte la condition humaine. Je m'en ferais pour elle comme je m'inquiéterais pour une personne qui ne ressent jamais d'émotions désagréables. C'est normal. Il nous dit « Ce livre ne contient pas la clé du bonheur. » Okay? Toutefois, à bien y penser, il existe peut-être une clé qui permettrait de vous enlever énormément de pression inutile en vous donnant le droit d'être malheureux et en demandant de l'aide quand vous n'avez besoin. Donc, ce livre-là, je suis tellement heureuse d'être tombée sur ce livre-là. C'est vraiment un plus. Ça va aller avec les livres de référence que j'ai en psychologie, en travail social. C'est vraiment du précieux. Donc, si vous êtes intervenant, si vous êtes une personne qui est intéressée par ces questions-là, si vous êtes une personne qui vivait un moment difficile, peut-être que ça va vous tenter de lire ça. Mais s'il y a des passages qui vous questionnent, qui vous bousculent, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, je suis très, très, très heureuse d'avoir partagé, en fait, ce livre-là avec vous. Vous savez, on fait des booktubes à toutes les 2 semaines, donc je vous partage en alternance avec les oracles tubes, je vous partage des livres au niveau du cheminement personnel, au niveau du bien-être. Et si vous aimez ça, vous pouvez nous joindre sur toutes les plateformes qui vont être nommées sous cette vidéo-là. Je vais vous mettre un lien aussi pour avoir de l'information sur ce livre-là et je vais vous mettre un lien pour référence si jamais vous avez besoin de soutien. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!